Et bonsoir les potos, bonsoir les potasses. Voilà, je commence effectivement à vous parler ici. Et je vous remercie en tout cas pour vous être connectés. Je remercie également les gens qui sont connectés et qui sont repartis. J'espère qu'ils reviendront. Et nous allons maintenant commencer un peu plus tôt que d'habitude. Puisque j'ai eu des messages qui me disaient allez, allez, lance le live, lance le live, lance le live. Oh, oh, calme les gens, calme les gens. Je vous salue Armakis à ce propos. J'espère que vous m'entendez bien. Je pose la question quand même. Que la musique ne passe pas trop fort. Ça va, ça se fait comme ça. Juste pour me dire si ça va au niveau de la prononciation, que vous m'entendez bien. Ce serait super, à vous de me le dire. Alors, je vais potentiellement penser que ça doit aller. Parce que je vois ici que sur le master, la musique était plus basse que ma voix. Donc, oui, je l'espère, ça va. Tout d'abord donc, bienvenue, bien le bonjour. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, baroque, déjà c'est quoi? Comme je l'ai expliqué à la dernière vidéo, c'est un délire qui est né de ma passion pour le steampunk. Je vais quand même m'étendre un peu plus bas. Je trouve que ça va trop fort. Je vais baisser mon son ici dans mes oreilles. Voilà. Ma passion pour le steampunk et le fantastique, tout ce qui est avec fantastique, tout ce qui est aventure. Et je suis arrivé à ça grâce à toutes les sorties que j'ai faites, tous les gens que j'ai rencontrés, que ce soit dans le jeu de rôle, que ce soit dans le steampunk. Et j'ai fini par cogiter. C'était en 2015, on devait, avec à l'époque le Château Arcade savait qui a fermé, faire de nouvelles choses et vraiment pousser la chose le plus loin possible pour pouvoir permettre des ateliers, pour pouvoir permettre ça. Mais il se fait que comme le Château Arcade avait fermé et a donc fait faillite, j'ai mis ce projet en attente. Et 2017, j'ai commencé à me réinterroger, à repousser dessus, en me disant, il va falloir travailler dessus, il va falloir le préparer, il va falloir prendre du temps, bien réfléchir. Donc j'ai pris depuis 2017 beaucoup de temps à réfléchir, à développer un autre jeu aussi maintenant que je cherche un éditeur qui est Nucadon, un post-apo. Et j'ai dû me décider de trouver effectivement un système de jeu. Alors je vous cache pas, au début, j'ai galéré et on m'a donné des idées de toutes sortes. Certaines étaient totalement farfelues. On m'a même à un moment donné dit, mais tu fais du D&D 5ème édition en open game licence. Avant le grand cri qu'il y a eu et la grande crise qu'il y a eu au début de l'année. Donc c'était assez comique. Et ce que j'ai fait, j'ai testé donc tous les différents systèmes de jeu pour voir. Et notamment, j'ai testé avec le collectif de l'Orbe, qui sont des spécialistes du jeu de rôle en Belgique, le jeu en D&D 20. Et on s'est tous regardés, et ils m'ont dit, il y a un truc qui va pas. Perdre des points de santé mentale avec Donjons et Dragons, ça colle pas. Il faut créer son propre système. Et donc, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a un système qui a dû être créé. Et ce système, alors, c'est tout simple. Effectivement, il y a un triptyque qui est intéressant, qui sont les points de vie, les points d'éveil. Donc les points d'éveil, c'est ce qui vous permet d'être éveillé. Les points... Et ensuite les points d'abîme. Et les points d'abîme, c'est ce qui caractérise votre santé mentale. Alors ceux qui évoluent le mieux, ce sont les points de vie et les points d'abîme. Et ceux qui sont toujours la moitié de vos points de vie, ce sont les points d'éveil. Donc, points de vie et points d'abîme vont évoluer séparément et augmenter en fonction du niveau du personnage. Et pour pouvoir exprimer, au fait, cette perte, si vous perdez 30% de votre santé mentale, vous commencez à avoir des choses. 40%, 40% de votre santé mentale, vous commencez à avoir des choses. Par contre, s'il ne vous reste plus que 30% de votre santé mentale, le MJ, ou mentor d'aventure, si vous préférez, moi je préfère le mot mentor d'aventure, c'est plus chouette, va donc vous apposer une maladie mentale qui peut lancer au dé ou qui peut à l'avance avoir négocié ou subitement dire, ben voilà, tu vas doper quelle troupe, je te l'explique, c'est ça. Et ça notamment, c'est assez comique puisqu'on a eu une partie où quelqu'un jouait un homme-chat, un Néophélis, et il a eu la maladie où il n'aime pas tout ce qui est poilu, tout ce qui est cheveux. Et donc, il a disparu pendant 2 minutes pour prendre un couteau et il a commencé à enlever tous ses poils. Tous ses cheveux, tous ses poils de chat. C'était assez comique, c'était assez chouette. Une partie au fait où tu t'imagines, tu vois d'abord l'homme chat touffu, et puis 2 minutes plus tard, il n'y a plus rien. Et pour extrêmement jouer dans les règles de jeu et faire les tests, donc les tests difficulté et autres, on va jouer avec un double D10. Un double D10, ça a un intérêt, puisque dans les règles, il est permis, en perdant des points de folie,
Ça peut toujours être bien. Quand vous perdez des points de folie, vous pouvez demander à avoir des dés jetés en plus. Donc vous allez tenter quelque chose d'incroyable, de tellement de fou. Genre, à un moment donné, quelqu'un vous vise avec un fusil, et vous allez tenter de lui sauter dessus avec un couteau de cuisine, ou un truc qui traînait par là, ou une brique. Et vous allez faire un coup de folie. Et là, vous me dites, je sacrifie 4 points de folie, je prends 2 dés en plus. Et vous prenez vos 2 dés, et vous les lancez en plus de vos 2 dés de base. Donc ce qui fait en tout 4 dés. Donc le système du D10, qui évolue, est très intéressant, avec un sacrifice de points de folie, pour faire plein de différentes actions. Et donc ça permet justement de vous donner un ton et une manière de jouer qui permettent en fait, de faire plus de choses. Et l'avantage notamment quand vous sacrifiez vos points de folie, c'est que vous jouez avec la santé mentale de votre personnage. Et la santé mentale, c'est quand même quelque chose qui n'est pas toujours exploré, parfois dans le Lovecraft, parfois dans d'autres, parfois dans tout ce qui est Alien, puisqu'il y a les points de stress. Mais je crois qu'il faut réintroduire de plus en plus dans le jeu, dans un système de jeu, l'élément de la folie. L'élément de la folie a ce côté génial qui permet justement de faire vivre plus de choses autour de vos personnages. Alors je vais vous donner les exemples de ces sacrifices. Donc on peut doubler ses XP en sacrifiant des points de folie, on peut regagner de l'éveil. Oui, vous pourriez effectivement faire quelque chose au niveau mental où vous perdez un peu de votre sagesse, de votre santé d'esprit, et vous allez sacrifier cette folie pour devenir dans votre santé mentale pour devenir plus fou. Et vous allez de ce fait-là gagner en éveil parce que tout à coup vous avez eu un moment de folie, de panique ou d'énervement où vous avez le sang qui bout, et donc effectivement ça joue sur votre personnage et sur son caractère et sur tout ce qu'il va faire. Et donc ça peut être très intéressant aussi. Alors, on peut obtenir une information cruciale aussi en sacrifiant des points de folie. On peut réaliser une action exceptionnelle, comme je le disais, ça peut être quelque chose d'exceptionnel. Donc, vous avez donné un coup, il enlève la moitié de la vie, et là-dessus, vous me dites, bah, écoutez, je fais un sacrifice exceptionnel pour le prochain coup, pour décapiter la personne. Et si vous réussissez, effectivement, votre jet, vous décapitez la personne. Alors, je rappelle bien que c'est du jeu de rôle, hein, pas la réalité. Ajoutez une action par tour. Lorsque vous jouez votre tour au début de celui-ci, vous pouvez annoncer que vous sacrifiez un point d'abîme pour disposer d'une action supplémentaire pour votre tour. Donc ça, c'est possible aussi. Donc ça aussi, il y a des valeurs. On peut également augmenter les effets de soins ou de dommages. Donc ça peut jouer aussi. Doubler les effets de soins aussi. Supprimer une attaque physique. Il y a un coup de folie, alors vous bloquez avec les dents la lame qui vient vers vous. Un coup de folie, effectivement, vous avez bloqué l'attaque. Mais vous avez perdu de la santé mentale tellement c'est... Allez, qui va aller bloquer avec ses dents une lame qui l'attaque? Supprimer une attaque psychique. Ça, si vous n'avez rien pour vous défendre, ça vous coûte 4 points définitifs qu'il faudra récupérer dans l'institution de soins. Il y a aussi ça qui est entré dans le jeu, c'est qu'il y a des passages d'institution de soins et des passages vers des spécialistes qui doivent vous soigner. Accepter le trépas, ça, c'est... Vous êtes prêt à mourir jusqu'à la fin et vous gagnez un peu de vie et vous essayez de vous battre dans votre dernier souffle de sursaut où vous allez vous battre. C'est intéressant à ce niveau-là pour justement dynamiser le jeu et permettre que le jeu vous implique des choses qui sont plus diversifiées et finalement un peu plus riches. Je vais juste envoyer un bout de message. Voilà. Je te remercie, Marquis. J'ai bien vu ton message. Je rappelle... Je le rappelle à mon ami qui devait venir, il avait dit qu'il viendrait, je ne l'ai pas encore vu noter, donc je me doute bien que notre ami Stetch va se rejoindre à nous. Alors, parlons aussi de ce mot que je vais lâcher, mentor d'aventure. C'est aussi dans tout le concept du système de jeu. On n'a plus un meneur ou une meneuse de jeu, on a un mentor d'aventure, parce qu'on vit une aventure autour de la table. Ça a été un délire que j'ai passé avec la table d'Azur et qui j'avais fait déjà une campagne. On a voulu créer un système avec une viabilité derrière et des idées et le fait qu'on a envie vraiment d'impacter sur le fait qu'on fait de l'aventure. Et cette aventure, elle va se décrire en différentes choses. On va pouvoir faire des simples parties où on peut étudier le paranormal, on peut résoudre des crimes bizarres, on peut soi-même travailler pour l'agence des anachronistes ou
une autre agence secrète qui aurait pas de bons dessins mais de sombres dessins, ou même pour une nation, parce que suite à un événement bizarre, on a toute une garnison qui a disparu. Et donc l'idée, c'est vraiment que vous allez amener l'élément paranormal qui va chambouler vos joueurs, ou les mettre dans une dimension petit à petit. Au plus ils vont aller dans les différentes couches des choses qui existent, au plus ils vont se sentir oppressés, au plus ils vont avoir ce côté où, mais il y a quoi là dans ces ruines sous la cité? Cet exemple que je donne et qui vient de mes potos et mes potasses du bocal, ils m'ont suggéré, imagine-toi qu'ils construisent une nouvelle ligne de chemin de fer et ils tombent sur des ruines. Et voilà le problème, parce que tombant sur ces ruines, évidemment, on appelle le contremaître, et ça, on envoie 2 types, et les 2 types ne reviennent jamais. Et chaque fois qu'on hurle, on entend un écho dans le... Ouais, et on entend comme une respiration ou un drôle de bruit. Ce qui fait que les ouvriers prennent panique, et évidemment, on va demander à des enquêteurs de la police, ou parce qu'on ne veut pas ébruiter la chose, à un groupe privé d'enquêteurs aussi, vos joueurs peuvent faire ça, d'aller étudier ce qui s'est passé, d'aller enquêter. Donc, c'est un jeu qui est basé seulement sur l'enquête, mais à côté, le système que je propose vous permettra de faire du jeu en bourse, de faire des emprunts. Si chez les nains, faites attention, ils sont pas toujours sympas avec les emprunts, ça dépend lesquels d'ailleurs. De convertir vos monnaies si vous voulez voyager, et également la possibilité d'utiliser différents types d'écoles de magie, à condition que ce soit en dehors des lieux où il y a de la technologie, en dehors des maisons, en dehors des endroits où il y a beaucoup de vapeur, excepté pour les nains, la petite légende que tout le monde se demande pourquoi, mais pourquoi les ruines des nains et leur magie n'est pas affectée par la technologie. Et donc il va falloir jouer avec ça, c'est-à-dire à un moment donné, votre MJ va vous dire, bah écoute, t'es en plein milieu de la ville, il y a du charbon qui brûle partout, ça sent le charbon d'ailleurs, et ta magie ne fonctionne pas. Puis vous allez ensuite aller dans ces ruines là sous terre où il n'y a pas vraiment du charbon qui sent, mais plus des lampes à huile qu'on utilise ou des lampes tempête, où là, vous leur dites, là vous n'avez pas d'odeur de charbon dans l'air, là vous n'avez pas cette pression comme il y a à l'extérieur sur cet air vicié, et là vous pouvez utiliser votre magie. Donc tout ça est assez intéressant parce que dans Baroque, ce qui est intéressant, c'est vous laisser la possibilité de faire des jeux d'aventure en essayant de faire tout et n'importe quoi. D'ailleurs, on parlera plus tard à la fin de cette émission de la fiche de personnage, ça je vous le dis déjà, mais je vais par exemple vous expliquer un peu les possibilités que vous pouvez jouer, comme différents types d'actions que vous pourriez faire. Donc, il faut différencier déjà 2 types d'actions. On a les actions de mouvement donc, et les actions d'affrontement. Ces 2 types d'actions sont intéressantes. Actions de mouvement et actions d'affrontement représentent chacun un point d'action. Et vous avez normalement par tour 2 points d'action. Donc à tout moment, vous pouvez faire soit 2 des mêmes, soit un d'un et un de l'autre, soit carrément jongler. Salut, comment tu vas David? Et donc c'est ça qui est intéressant. Les actions de mouvement, ça peut être s'ajuster, l'ajustement est gratuit, donc on peut s'ajuster d'une case, comme on fait beaucoup, même en diagonale. On peut courir, on peut être encombré, on peut avoir un déplacement armuré, on peut sauter, on peut plonger, c'est possible. Les actions d'affrontement, il y a l'anticipation, l'attaque empoisonnée, l'attaque surprise, l'attaque de base évidemment, l'attaque à distance, l'attaque avec 2 armes, oui c'est réglementé aussi. Il y a intéressant de savoir, étant je vais vous l'apprendre comme ça, parce qu'on l'a déterminé. L'attaque avec 2 armes, une dans chaque main, donc évidemment. C'est pas l'arme à 2 mains, tenez bien compte, c'est une différence. Si vous n'avez pas la capacité ambidextrie, votre première arme dans la main directrice a les bonus de dégâts lorsqu'elle touche et la seconde arme dans l'autre main, non directrice, ne fera pas le bonus de dégâts lorsqu'elle touche. Donc imaginons que j'ai une épée 1d8 plus 3 dans une main et une rapière qui fait 1d6 plus 1. Eh ben, je vais pouvoir compter sur ma main directrice avec laquelle j'attaque en premier, où là je fais mon plus 3 après mon dé. Ma seconde main, là, quand je voudrais faire une attaque, je vais juste compter le 1d6, le plus 1 ne compte pas. C'est ça que ça veut dire.
lorsqu'elle touche la seconde. Lorsqu'elle touche, à savoir si vous savez cette arme avec un plus 3 de dégâts, votre jet de dégâts, ouais, c'est ce que j'ai expliqué, ouais, je ne vais pas vous relire ça. Zotomouche. Et d'ailleurs, sur ce, je voulais faire une petite pub pour la Jupiter. La Jupiter est une bière belge qui ne sponsorise pas cette vidéo. Et comme tout le monde le sait, un bon bruxellois, ça boit de bonne bière. Et donc c'est de la Jupiter, hein, on est d'accord, ça n'existe pas. Hein. Bref, c'était la petite pause à la belge. Alors, il y a également les attaques d'opportunité au corps à corps. Le désengagement, c'est aussi une autre action d'affrontement. Et donc, pour rappel, 2 points d'action. Vous pouvez faire, pour un point d'action, un déplacement, donc une action de mouvement, ou pour un autre point d'action, ou on peut dire, une action d'affrontement. Donc, vous pouvez jongler avec les deux comme vous voulez. Donc, c'est important, je trouvais que dans beaucoup de systèmes de jeu, au fait, on vous met une action que vous pouvez faire et on ne vous laisse pas la possibilité de, par exemple, en même temps que tu vas bourrer quelqu'un, tu l'attaques quelqu'un. C'est un peu dévié du fait que j'ai fait du jeu de rôle grandeur nature, et dans le jeu de rôle grandeur nature, je trouve c'est intéressant aussi de se rappeler que on peut faire plusieurs mouvements en même temps. Et donc pour moi, 2 points d'action, c'est très essentiel pour pouvoir avoir un bon jeu fluide et aussi permettre qu'il y ait des actions cohérentes. Genre, il se déplace, il attaque. Non, ça peut être donc fait aussi, mais ça compte également. Vous avez la possibilité de varier les choses, faire 2 déplacements par exemple, ou 2 attaques. Il y a aussi dans les actions d'affrontement le désengagement, donc c'est aussi les désarmements, la dissimulation, l'enquête. Ah oui, on va réaliser des jets d'enquête, et donc on va chercher des indices. Et donc il y a différentes compétences qu'on peut utiliser qui sont enquête, pistage, perception, intuition. Donc j'explique aussi comment on peut faire et on peut gérer ça dans le jet de dés qu'on va faire, avec effectivement le degré de difficulté qui est donné sur vos 2 D10, puisque vous lancez 2 D10, plus peut-être, si vous avez sacrifié des points de folie ou des points d'abîme, comme on les appelle, vous avez la possibilité de lancer plus de dés. Donc vous essayez de faire des choses encore plus folles. Genre vous essayez seul à une main de soulever une dalle parce que vous dites qu'il doit y avoir un indice en dessous, vous soulevez la dalle et vous réussissez. Donc chose exceptionnelle, mais vous jouerez quand même dans le but de l'aventure, quelqu'un qui est fatigué parce qu'il a fait comme ça et puis qui dit putain j'ai trouvé cette petite obsession là, j'ai réussi, ce petit grain de folie qui naît comme ça dans vos yeux. Le combat à main nue. Alors le combat à main nue est également une action d'affrontement, l'esquive, l'invocation d'un contre-sort, l'invocation d'un sort, l'utilisation d'une compétence, d'une caractéristique, protéger, se mettre en défense, soutenir, surprendre, et pour les plus courageux, trouver un abri. Eh oui, donc si vous avez vraiment besoin de ne pas aller au combat, vous trouvez un abri, voilà. C'est aussi une action d'affrontement de trouver un abri pour justement éviter des tirs, puisque comme c'est du steampunk, on va tirer avec des armes à feu, et des flèches. Si vous tomber sur une vieille tribu dans la jungle qui tire des flèches ou des javelots, abri derrière un arbre, voilà ce que ça entraînera. C'est aussi une action d'affrontement. Il y a même des règles pour vous expliquer l'affrontement avec une arme à une main, l'affrontement sur une monture d'un véhicule, attaquer et conduire, réagir à une action offensive, réagir à un ennui de conduite, parce qu'il peut y avoir effectivement le mentor d'aventure qui vous fait il n'y a plus de charbon, ou le moteur a dératé, ou ta direction est cassée par le tir précédent. Et donc il y a moyen de réagir à ça. Les affrontements fluviaux, affrontement sur le pont d'un navire fluvial, abordage fluvial, tir au canon fluvial. Tout ça se fait sur soit navires fluviaux, navires marins, navires aériens, c'est du steampunk, donc on a des navires aériens, des navires volants, ou ça peut être des bateaux montgolfières, des navires zeppelins, ou également des énormes transporteurs de cargo. Il faut s'imaginer que ce monde fonctionne avec encore toutes les technologies, donc que ce soit la voile et la vapeur, ça dépend de la richesse de chacun, mais qu'il y a du trafic sur certaines zones qu'on appelle les chemins des terres, ou les voies des terres, qui permettent justement à un navire d'être pris dans un courant et de pouvoir, à ce moment-là, aller à une certaine vitesse. Et quand, par exemple, au début de l'été, ces courants sont bien chauds, là, par exemple, un trajet qu'on ferait en 3 jours, on pourrait le faire en 6 heures. Parce que justement, les éthers sont à fond. Eh ben voilà. Sinon, ça va? Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'interrompre. Posez-les-moi. Je vois tout qui défile ici si vous en avez une. Alors, affrontement dans l'eau. J'ai aussi les règles pour comment ça se passe quand vous vous combattez dans l'eau. Si vous avez ou n'avez pas
de malus, puisque certaines espèces n'ont aucun malus dans l'eau. Vous avez également tout ce qui sont les différentes attitudes que votre personnage pourra avoir. Les attitudes ou les états, ou d'état lors d'un affrontement. Aphone, aveuglement, avantagé, au sol, charmé, désavantagé, démangé, électrocuté ou électrocution, empoignement, empoisonnement, entravé, étourdissement, fatigue, inconscience, insensible, invisible, maladie, maudit, mourant, neutralisation, paralysie, pétrification, possédé, putréfaction, stabilisation, terreur, traumatisé, ah oui, ça peut arriver aussi, suffoqué, surdité, et le dernier c'est surpris. Ce qui permet d'avoir un éventail de possibilités que vos personnages peuvent avoir, pour justement permettre de jouer chaque événement, chaque élément, avec des règles bien spécifiques. Il y a aussi un truc qui est très important dans tout ça, et je note là-dessus, c'est ce qu'on appelle l'esprit de la machine. Nous sommes dans une révolution statistique et algorithmique au niveau des progrès. Donc il faut vous imaginer que les gens dans les 200 dernières années, qui correspondent en plus au calendrier des insulaires, qui est une des nations jouables, fait qu'en 200 années, il y a eu un boom technologique, notamment avec les moteurs à vapeur, qui a quitté les forges naines et les endroits où les nains les utilisaient, pour être, adapté par toutes les sociétés et civilisations, et selon la logique économique, sociale et politique. Vous auriez des cités dans le désert où tout ce qui est moteur vapeur est mis en commun. Donc c'est dans un grand bâtiment, il y a le seul moteur à vapeur qui fonctionne, et c'est pour justement aider à des choses qui vont aider la communauté. Tandis que vous irez dans des grandes villes comme Damsterton, qui est la capitale du royaume insulaire, du haut royaume insulaire, et là, partout, dans les bouts des quartiers, dans les maisons, dans les machines, dans les voitures, il peut y avoir des moteurs vapeur. Ou en tout cas des choses qui fonctionnent avec l'énergie du charbon. Et donc, tout voyage que vous ferez dépendra de la zone où vous êtes, de son influence, et notamment pour la magie, du taux de charbon qu'il y a. Donc ce sera plutôt là le mentor d'aventure, ou le maître de jeu si vous préférez, qui vous expliquera les choses. Et alors je salue encore David, puisqu'on joue avec nos amis Dox, Driadalise et Katharina. Et on reprend en août d'ailleurs, si je dis pas de bêtises. Donc c'est l'occasion de vous le dire, on a mis une petite pause à la partie, on reprendra en août. Alors, qu'est-ce que je peux encore vous parler au niveau des règles? Puisqu'on a déjà parlé du système de jeu, du système de dés, donc c'est très bien, on a évolué. Mais écoutez, je pense qu'on va passer à la fiche de personnage. Et bien pour ça, la fiche de personnage, je vais vous changer la vision. Hop, ça va mettre ça là. Et hop, je me permets d'aller donc au point 2. Ah, effectivement, je dois changer ça. Hop. Et on va un peu augmenter de ce côté-là. Voilà. Votre fiche de personnage de Baroque commence ainsi. Vous avez d'abord votre classe. Alors là, c'est intéressant, puisque dans le jeu, notamment sur la première version que j'ai, il y a pour l'instant 16 classes de personnages, et ils ont été construits dans une logique. Il faut savoir que j'ai bossé dans un center park pendant une semaine sur les classes de personnages, tout marqué sur un petit carnet, et puis tout retapé à la machine, entre les enfants qui jouaient, les repas qu'il fallait préparer, moi qui avais chopé une troisième fois le Covid. C'est cool le Covid, j'adore. C'était dégueulasse. Et donc, j'ai tout intégré là-dessus. Et donc, sur ces 16 classes, au fait, je vais vous les spoiler un peu, on va dire. Il y a le mécanicien ou la mécanicienne, le bourgeois ou la bourgeoise, le prolétaire ou la prolétairesse, le sbire ou la sbire, le belliciste ou la belliciste, le baroudeur ou la baroudeuse, l'artiste, le marinier ou la marinière, le fonctionnaire ou la fonctionnaire, l'arcaniste ou l'arcaniste, le pisteur, la pisteuse, le clerc, la clergesse, le scientifique, la scientifique, l'alchimiste, le partisan ou la partisane, et puis enfin vient le ou la noble. Donc on aura vraiment la possibilité, avec différents types de personnages, de pouvoir incarner différentes classes de personnages. Et chacune de ces classes va vous donner un rôle à tenir.
Et notamment, par exemple, vous pourriez être quelqu'un qui est plus versé dans certaines compétences que d'autres, donc chaque fois vous recevez des compétences. Et effectivement, vous recevez également une capacité générale pour expliquer quels vont être les avantages que vous avez dans cette classe. Donc ça sera très intéressant. Ensuite, vous pouvez choisir un parti, ça peut être aussi un syndicat. Pour quelle raison? Alors ça, c'est aussi une partie dans le lore du jeu, c'est qu'on va essayer de permettre qu'il y ait un jeu politique qui se crée dans chaque nation. Alors, le Royaume insulaire, il y a plutôt des partis politiques et un parlement. Du côté des Alexandriotes, qui sont un empire, là, c'est plutôt des mouvances politiques chez les nobles et parfois chez certains bourgeois qui peuvent influencer les pratiques de la cour. Et si on va en Ajunda, là, il y a différents clans qui auront différentes revendications, mais ils ont aussi par contre des syndicats locaux. Et c'est assez marrant, chaque clan autorise les syndicats à exister, et c'est les syndicats des différents types de métiers d'ouvriers qui vont essayer de négocier. Et au final, les clans vont parfois devoir négocier entre eux pour des avantages, des accès, ou dire, bah voilà, j'ai le syndicat des transporteurs qui est furax, vous avez mis une taxe de douane un peu plus élevée. Voilà. Pas envie d'envoyer mes gars bloquer, contrôler tout ce que vous faites ou tout ce que vous envoyez. Est-ce qu'on peut trouver un arrangement? Et donc chaque fois, bonjour Lirai, tu es bienvenu. Je vais d'ailleurs te marquer un petit message. Ah, c'est Lilia Rae. Ah, excuse-moi, je viens de comprendre. Bienvenue. Voilà. Coucou. Et donc, ce jeu est intéressant aussi pour vous permettre, en plus de vos aventures où vous allez devoir étudier le paranormal, enquêter, résoudre des mystères, refermer des portails qui viennent d'autres dimensions, ou retrouver le chemin pour les extraplanaires qui seraient perdus. Vous aurez la possibilité de jouer sur des alliances dans les villes ou dans les sociétés dans lesquelles vous évoluez. Et c'est important parce que ça vous donne la possibilité justement de rentrer plus dans le tissu socio-économique et politique. Alors, vous aurez également tout ce qui est les ethnies, parce qu'il y a plusieurs espèces que vous pouvez jouer, et toutes ces espèces ont des ethnies différentes, et donc chacune avec des comportements sociaux, politiques et économiques qui peuvent être différents. Nations, évidemment il y a différentes nations, ce qui veut dire aussi que c'est un peu comme si vous avez un passeport, ce jeu de rôle. C'est grâce à ça, ou malgré ça, vous allez avoir des réactions opposées. Imaginons que vous jouez un jour, et c'est pas encore pour maintenant, une des nations naines. Le fait que vous jouez une des nations naines, ça va être très intéressant. Mais va juste avoir un bémol. C'est qu'elles sont plus ou moins toutes les trois en froid. Il n'y a finalement que les nains nordiques qui n'appartiennent pas à une nation mais à une confédération, et qui sont mélangés avec tout le monde, qui n'ont pas de problème avec les autres espèces, enfin avec les autres ethnies de nains. Donc ça peut être sympa à travailler et à voir comment est-ce que les uns et les autres vont réagir. Ou alors, imaginez-vous que vous allez justement en tant que nain d'une faction vers un nain d'une autre faction, et on vous fait « Ah, je suis désolé, le professeur n'est pas disponible avant 2 heures. » Un beau petit sourire faux cul en disant « Je vais pas me bouger, tu vas attendre là. » Vous pouvez aussi jouer là-dessus. Ça peut être intéressant justement pour montrer aux joueurs et aux joueuses que quand on joue un jeu de rôle, parfois les sociétés sont pas toutes blanches, toutes noires, et qu'il y a parfois des petits moments de gris comme ça, ou des petits moments où les gens se font des petites emmerdes les uns aux autres. Alors, effectivement, le genre, comme beaucoup le savent, il y a plusieurs genres possibles dans chaque nation ou chaque culture. Donc ça, c'est toujours possible. Il faudra lire les descriptifs de chaque lore, en tout cas qui feront partie des livres. Le statut. Alors le statut, ça c'est intéressant. Parce que le statut, c'est dans chaque nation, il y a différents types de statuts. Chez certains, la noblesse va compter plus que la bourgeoisie. Dans d'autres, ça va être citoyen de première classe, de deuxième classe, de troisième classe, intouchable, des choses comme ça. Et donc, chaque fois que vous changez un peu de société, il y a des notions différentes qui vous ramènent un peu à une connaissance de base du droit, ou d'histoire du droit. Donc j'avais aussi envie de donner cette possibilité que les gens en profitent pour découvrir le jeu et la culture aussi en fonction de statuts que chacun a. Je prends un exemple. Un spécialiste de la forge qui a été recruté par la police pour résoudre un meurtre bizarre ne pourra pas avoir autant de poids que l'aura un marchand ou un noble dans son pays. Et donc lui, il va être là, il va jouer le truc, il va faire écouter, il va essayer
parler à d'autres gens du même statut que lui pour essayer d'influencer, de savoir, d'avoir des informations. Ou là, il va lui dire, je viens justement, je suis le meilleur forgeron du village. Pourriez-vous me dire ce que je peux réaliser pour votre maître? Et de fil en aiguille, vous pouvez à ce moment-là accrocher les serviteurs ou les domestiques et avoir des informations. Donc tout va être dans un jeu où vous essayez de vous faufiler partout et d'essayer par n'importe quelle porte qui vous serait ouverte dans vos possibilités, ou même en travaillant avec d'autres. Vous pourriez aller voir un journaliste qui lui n'a pas autant d'importance que vous et qui est même parfois plus zoni parce qu'il raconte un peu ce que les gens n'ont pas envie qu'on sache, les rumeurs, les informations, et peut-être qu'avec ça vous aurez d'autres informations. Donc le but serait quand même dans ce jeu de laisser la possibilité aux mentors d'aventure ou maîtres de jeu ou meneuses de jeu, attends, je ne connais pas le mot maître, meneuse ou meneur de jeu, de vous proposer justement vous-même de résoudre les quêtes en allant chercher des informations, en inventant lui-même des scénarios aussi. Parce que moi je suis très fort sur le one-page scénario. On prend une page, on met un scénario dessus, et puis on laisse les joueurs essayer de se poser la question comment résoudre le meurtre. Et petit à petit, on va diffuser des informations dans chaque personnage qui vont aller interroger, ou dans chaque personne qui sera là. Et donc chaque fois vous les voyez, ils notent. Et donc ça c'est toujours intéressant parce que ça permet justement à multiplier les manières d'essayer de résoudre une enquête. Je ne vais pas donner trop d'informations sur celles qui sont en cours d'ailleurs. Alors, la spiritualité, bah oui. Alors, c'est assez intéressant, la spiritualité ne va jouer que pour deux choses. Un bonus-malus au niveau des relations et des jets d'opposition, qui est le plus ou moins religion ici. Et le second, ça va être les sorts de la magie divine. Si vous jouez un clerc ou une clergesse, il va falloir effectivement que votre spiritualité soit effective. Donc si vous me dites j'ai pas Dieu, vous ne pouvez pas lancer de la magie divine. C'est absolument logique. Mais par contre, si vous n'avez pas Dieu, vous pourriez peut-être trouver le moyen de résister au sort. J'ai donné 2-3 informations. Donc si vous avez suivi depuis le début ce qui empêche la magie de fonctionner, vous avez là une petite piste pour devenir l'inquisiteur. Et donc dire stop à la magie, tu résistes. Alors, les alignements. Alors, j'ai rebossé tout le système d'alignement qu'on connaît. Et ça n'a rien à voir. Je vous le dis tout de suite. Les alignements, ça va plus parler à des caractères, au fait. Et comme tout le monde appelle ça des alignements, je me suis dit, autant appeler ça alignement. Alors, l'alignement n'est pas la plus déterminante du jeu, c'est une information pour le joueur et la joueuse afin de pouvoir orienter les jeux d'acteurs ou d'actrices. C'est aussi une des raisons pourquoi nous avons préféré mettre cela à la fin des règles. Cela n'est pas un élément le plus déterminant, car selon les événements, les situations ou les interactions, le jeu du joueur ou de la joueur s'adaptera à ce que la personne veut jouer. Cela devrait permettre d'être moins limitatif que dans d'autres univers. Et par exemple, je vous donne, vous aurez pour tout début d'aventure choisi 2 alignements parmi les suivants. Agressif, altruiste, aventureux, assertif, autoritaire, bienveillant, brave, conformiste, cruel, colérique, cupide, cynique, didactique, désinvolte, flegmatique, formel, malsain, manipulateur, mélancolique, narcissique, pragmatique et passif. Oui. Donc je vous ai mis là toutes les possibilités, et qui commencent d'ailleurs, vous allez me dire en psychologie, par l'agressif et le passif. Donc passif-agressif est faisable. Ça peut être intéressant. Ça peut vraiment vous permettre d'avoir un jeu qui est un peu plus riche que simplement loyal bon, chaotique neutre. Là justement, vous avez des caractères qui ressortent dans cet alignement, et donc les caractères vont vous permettre vraiment de pouvoir prendre un personnage, le faire. Vous êtes cupide. Oh mon Dieu, monsieur, je me rappelle. Oh, je comprends que vous me donniez 3 galets d'or pour vous avoir aidé, mais pensez bien que ma femme est sans emploi et je dois nourrir et envoyer mes enfants à l'école. Oh, merci pour ce galet d'argent en plus. C'est merveilleux, monsieur. Oh, merci. Donc, jouer avec ça aussi, ça permet justement... Parce que ce genre d'alignement ne se retrouve pas dans beaucoup de jeux de rôle traditionnels. Et donc, je me suis dit, allons-y, donnons cette vision un peu plus riche et basée sur, finalement, les caractères qu'on peut croiser un peu partout. Alors, le personnage, évidemment, c'est le nom du personnage, la voie d'évolution. Alors, c'est intéressant. Il y a 3 manières d'évoluer en manière de évolution du personnage. Donc, dès le départ, dans Baroque, vous allez choisir ce qu'on appelle soit le don, soit la passion, soit l'apprentissage. Alors,
Le don va être beaucoup plus, par exemple, à vous permettre d'avancer dans des bonus de caractéristiques, tandis que la passion va vous permettre d'avancer dans des bonus de compétences plus que des bonus de caractéristiques. Et à l'apprentissage, c'est un mélange des deux qui permet justement d'avoir un personnage qui est plus équilibré. Et donc, vous pourrez, c'est un mot anglais, je suis désolé, c'est fit builder, ou alors construire selon les compétences votre personnage pour qu'il ait un style de jeu bien particulier avec ses jets de dés. Ce qui vous permet justement de comprendre à la suite où je vais vous montrer les différents comment ça fonctionne. Bonus-malus, si on vous donne un bonus-malus, vous pouvez l'appliquer là. CA, c'est la classe d'armure. Initiative, vous connaissez tous, j'ai été votre jet d'initiative. Vitesse, ça sert à un moment donné dans le livre des règles où on voit selon la taille du personnage qu'on a, les vitesses qu'il peut le faire maximum. Et vous pouvez toujours dire, oh, ben, je suis cul-de-jatte, donc je fais la moitié du déplacement. Vous pouvez le jouer, c'est faisable au niveau des classes de personnages et au niveau du jeu. PP, donc la perception passive. Là, je suis encore en grande interrogation parce que j'ai deux modèles qui s'affrontent. Et donc, je ne sais pas s'il vaut mieux que votre perception passive, qui est un 8 plus votre bonus d'ingéniosité, soit ajouté comme la limite en dessous de laquelle vous voyez, ou plutôt la limite que l'autre joueur doit dépasser pour que vous ne le voyez pas. Je suis en train de me demander si je ne devrais pas inverser le système justement et dire que si vous passez dans la perception passive, c'est raté, et en dessous de la perception passive, et au-dessus, c'est réussi. Je me demande si ça serait pas plus logique justement, donc si jamais quelqu'un a une idée là-dessus, plutôt que d'essayer de faire moins que la perception passive. Parce que si, imaginons que votre personnage fait du don, son développement de personnage, et donc va mettre tout en ingéniosité pour pouvoir résoudre les mystères, trouver les fonctionnements des engrenages et des machines, à ce moment-là, est-ce que vous n'allez pas arriver jusqu'à un 19, et donc à ce moment-là, dans mon premier système, si vous lancez un dé, la personne qui est passée sous votre 19, finalement, vous ne la voyez pas, alors qu'il faudrait peut-être qu'elle passe au-dessus du 19, pour que vous la voyez. Je me demande toujours si c'est pas ça le plus important, d'essayer de rester logique, et que finalement on ait vraiment un jeu qui soit fluide et correct. J'ai dit les bonus religion, les bonus de statut, parce qu'effectivement ça évoluera sur vos dés. Maximum de points de vie, les points de vie actuels. Maximum points d'abîme, c'est les points de folie. Et les points d'abîme actuels. Abîme sacrifié et l'éveil. Donc vous avez ici sur la même ligne le triptyque, le triangle, comme je disais, les points de vie, les points d'abîme et l'éveil. Donc vous allez jouer avec votre santé mentale, votre capacité à être actif et vos points de vie. La vision inframonde, alors quand on la clique, il n'y a rien qui se passe à part la petite flèche. Non, j'ai pas les effets spéciaux pour faire un truc où c'est un psychédélique, vous voyez des créatures paranormales. Mais quand vous avez la vision d'inframonde, soit vous l'obtenez quand vous êtes lors d'une aventure 3 fois en dessous de 40% dans l'aventure de votre santé mentale, donc des points d'abîme, ou si vous avez votre espèce, comme les nains. C'est assez bizarre, comme les nains. Pas d'effet spéciaux, mince alors. Oui, non, je suis désolé. Hein. Je maîtrise un peu After Effects, mais j'ai pas eu le temps. On a tous une vie remplie et chargée. Et ce matin, c'était pas joyeux, mais je devais quand même aller faire certaines choses. D'ailleurs, je salue tous ceux qui étaient là ce matin. On a dit au revoir à Gilou, il nous manquera. Et donc, adieu Gilou, j'en profite pour le dire. Mais, reprenons. Et donc, la vision inframonde, certaines espèces comme les nains l'ont. Et donc vous permettra justement de voir directement, et c'est d'ailleurs chez les nains qu'on trouve les écorchures de peau, qui sont des chasseurs assassins de créatures paranormales. D'ailleurs, il y en a un peu partout dans Baroque, et si vous en croisez un bourré à une taverne et qui fait ok, c'est 10 galets d'argent, non, je raconte, 10 galets d'or pour vous débarrasser de votre... c'est quoi, un fantôme vous croyez? Non, vous l'avez vu. Oh bah écoutez, si vous l'avez vu... c'était quoi votre grande tante? Non, vous connaissiez pas. Ok, pourquoi? Parce que ça hurlait, vous avez eu peur. Ah bah c'est pas de bol pour vous, mon cher. Bon, alors écoutez, 11 galets d'or et on n'en parle plus. Comment ça, 9 galets? Non, mais ça va. Et alors vous commencez alors la négociation avec cette personnage pour qu'il puisse justement vous débarrasser de la bestiole. Ou alors, vous-même, vous acceptez la folie plusieurs fois et vous allez essayer de trouver
quelle est cette créature, d'où elle vient, et c'est peut-être de lui parler, parce que vous trouvez quelqu'un qui a la possibilité, avec de la magie, de parler à ces créatures. Une sorcière dans une vieille bicoque, dans un coin un peu champêtre, reculé dans la ville, ou carrément le druide au fin fond des bois, qui est en train de fumer sa sauge, qu'on appelle la wesh. Hein. Voilà, donc vous imaginez un peu le personnage. Donc ça peut vous aider, l'infravision, parce qu'effectivement, si vous l'avez définitivement, et donc si vous êtes passé par des stades de folie, et bien vous voyez ce qu'ils veulent autour de vous, et vous allez faire « Waouh !» Comment vous regardez qu'est-ce qu'il fait? Vous avez regardé les petites bestioles qui volent, là? Comment vous dire, vous allez bien? Vous voulez pas qu'on passe vite à l'hôpital psychiatrique, hein? Non, ça vous aiderait pas? Donc ça peut être sympa. Ça peut être vraiment sympa. Alors, évidemment, comme dans toute fiche de personnage, il y a des caractéristiques. Force, dextérité, constitution, éducation, ingéniosité, charisme et magie. Et donc vous voyez qu'il y a des compétences qu'on voit rarement, comme j'ai mis effectivement l'éducation et l'ingéniosité, justement parce qu'elles sont reliées au monde. Ensuite, ce qui est assez intéressant, c'est qu'il y a la magie. J'ai remarqué que dans beaucoup d'univers actuels, la magie n'a pas une caractéristique. Or, vous pouvez, cette compétence, ne pas la développer si vous ne voulez pas de magie, ou l'avoir un tout petit peu pour plus tard, par exemple, dire « Écoute, je fais un jet de magie pour voir si mes yeux vont briller parce que j'ai remarqué quelque chose de bizarre qui a attiré mon regard. » Parce que j'ai un tout petit peu de magie. Tu vois, j'ai 8, j'ai un -1 à mon jet. Ok, bah, tu jettes tes 2d10. Tu veux rajouter un point de folie parce que tu te dis c'était pas normal, il faudrait vraiment que j'ai un petit grain de folie qui me dit « Ah !» Et si je regarde un truc qui a l'air un peu spécial, qui brille un peu plus que les autres, et là oui, vous trouvez une orbe, et le mentor d'aventure fait putain, il a trouvé une orbe, mais qu'est-ce que. Ouh là là, ouh. Non, je vous rassure, il n'y a pas un grand œil dedans. Pour la référence, c'est Sauron. Bon, et vous avez des compétences. Et là, au fait, je laissais pas mal de cases vides parce que on peut inventer soi-même des compétences qui sont plus en rapport avec des métiers, ou ici par exemple on n'a pas la navigation, puisque la navigation je suis en train aussi toujours de l'écrire un peu en différé par rapport aux autres règles. Et la navigation permettra justement de naviguer dans les airs, sur l'eau. Et donc vous avez ici tout ce qui est acrobatie, athlétisme, bricolage, commandement, conduite, cryptozoologie. Ben oui, il nous faut des cryptozoologues, des gens qui étudient ces phénomènes bizarres. La démolition, la discipline, la discrétion, l'enquête. La démolition, je rappelle toujours que c'est pour un jeu de rôle, hein, ne pas utiliser dans la réalité. Hein. Et c'est pas en lançant un veau dé que vous allez détruire une maison hantée. Hein. Alors, je disais discipline, enquête, escamotage, histoire, incantation. L'incantation est nécessaire avec la magie pour avoir un bonus au lancer. Vous aurez également l'incantation, l'industrie, donc pour connaître tout ce qui touche autour du monde de l'industrie. Interlope, pour tout ce qui touche au monde gris, la mafia, les contrebandiers, des choses comme ça. Intimidation, alors l'intimidation, vous savez ce que c'est. Bon, si je me mets grand comme ça, je fais plus intimidant finalement que si je me mets grand comme ça. Voilà. Allez. Intuition. Alors l'intuition est utile parce que l'intuition fait partie du jet de réflexe ou d'une intuition pour trouver des éléments. Donc, le réflexe, quand on utilise le réflexe de l'esquive, c'est l'intuition avec la dextérité. Quand on utilise l'intuition par rapport à tout ce qui est mental et par rapport à trouver un élément, c'est l'ingéniosité. Donc, c'est une des rares, comme ça, où j'ai dit, eh ben, les deux peuvent exister. Vous avez l'intrusion, le marchandage, le mécanisme, la médecine, l'ombre-terre. Et oui, je l'ai mis parce que il y a parfois des créatures qui sont de l'ombre-terre, ou si vous préférez des tréfonds obscurs. L'orientation, la perception, très utile la perception, avant une rencontre, avant une attaque surprise. Persuasion, pistage, religion, science appliquée, société, survie et tromperie. Je pense que vous avez tout ce qui est pesable pour faire une aventure la plus riche possible, afin de tout imaginer comme type de scénario, et même surprendre vos joueurs. Donc rien qu'au fait en commençant avec une fiche comme ça, même sans avoir d'univers, vous pouvez même vous amuser à créer une aventure rien qu'en ayant tous ces... Ils vont s'amuser, vos joueurs. Ils vont s'amuser, c'est le principal. Les capacités que vous notez ici, vous avez tout ce qui est armes, bonus, dégâts types, les galets d'or, les galets d'argent, les autres, parce que vous pourrez avoir par exemple une trentaine de petites briques de charbon dans votre sac et vous faites bon ben je voudrais bien
j'ai plus de galets sur moi, je peux vous troquer contre 5 briques en charbon, un morceau de jambon là? On va sûrement vous dire oui. Bien sûr, c'est l'avantage. Dans un bon jeu, tout se négocie. Comme dans un souk, comme sur un marché. Toujours négocié, c'est très bon. L'équipement et les modificateurs, ça va être ici en dessous. Opération chirurgie mécanique se mettent là, parce qu'effectivement, Steampunk dit que vous pouvez avoir des prothèses. Donc ça peut être sympa aussi. Et donc avoir vos connaissances pour mettre ces prothèses. Alors, âge, taille, corpulence, yeux, peau, cheveux, visage, vous avez la possibilité de vous amuser avec ça. Vous pouvez dessiner l'aspect du personnage ou y mettre une petite photo, puisqu'ici, comme vous voyez, c'est animé. Vous avez également tout ce qui est le bulletin de vote, carte syndicat. Donc si vous voulez une histoire avec les politiques, des contacts, des choses comme ça, vous pouvez le mettre là, l'inventer avec la participation de votre mentor d'aventure, meneuse de jeu ou meneur de jeu. Bonus politique syndical, malus politique syndical. Donc c'est possible aussi d'imaginer qu'avec certains groupes politiques, vous avez des malus et des bonus. Les autres maîtrises et les langues, s'il n'y avait pas assez de place au niveau de capacité. Vous avez également qui est le vécu de votre personnage. Donc ça, c'est là que vous avez marqué tout le background de votre personnage. Et j'ai vraiment laissé pas mal de place sur la feuille pour justement que vous puissiez vous-même taper ce qu'il faut. Alors, capacité et dons supplémentaires. Donc vous pourriez avoir effectivement des choses en plus où le MJ va dire à un moment donné, ouais, c'est vrai que ton personnage, il chasse tout le temps là-dessus. Écoute, je vais te donner un don, tu vas avoir un +1 à tes jets de ça. Ça pourrait être un trait comme ça que votre mentor d'aventure invente et vous donne comme possibilité d'utiliser. Récompense et trésor, c'est quand vous voulez faire des donjons. Pardon, c'est quand vous voulez tuer des créatures, excusez-moi. Non, des donjons aussi, c'est bon. Et la page suivante, il y a le petit onglet Folie. Et quand vous êtes fou, je vous dis pas ce qui vous arrive, c'est vous le découvrez. Vous pouvez le petit onglet magie, ce qui vous permet effectivement de lancer de la magie aussi. Et d'avoir le sort nombre de sorts préparés par jour, le sauvegarde de vos sorts. Le bonus d'attaque avec un sort si jamais vous avez des bonus. Et dans la folie, au fait, c'est assez intéressant. Je reviens là-dessus parce que vous avez le nombre d'alignation. Voilà, je voulais un peu vous spoiler, je vais quand même vous expliquer. Vous avez la déchéance, au fait. Tout personnage dans Baroque va choisir sa déchéance, à savoir ce qui peut lui arriver de plus logique. Ça peut être de l'accumulation de richesses quand il devient fou, de l'autorité, donc augmenter l'autorité, avant-gardiste. Il devient obsédé par tout ce qui est le progrès. Clientéliste, conformiste, dépensier, détournement de richesses, égocentrique. Il parle que de lui. Excès de confiance, immoralité, isolationniste, libertaire, prestigieux, religieuse, traditionniste. Donc ce sont les voies de déchéance qui sont finalement ces côtés que les gens fous ont parfois, que les fanatiques ont. Je me suis dit, eh bien voilà, si vous perdez totalement votre folie, que vous arrivez à ces 30% du total de vos points de folie, c'est à ce moment-là que ça va commencer à... et que vos mauvais traits de caractère vont ressortir. Effectivement, si vous étiez agressif-passif, vous êtes de plus en plus agressif. Mais en même temps, si vous étiez dépensier, vous allez commencer à acheter l'argent par la fenêtre. Ouais, pas de souci, amenez-moi 5 fois le plat que vous voulez, j'en mangerai qu'un. Et les autres sont là, on peut manger. Non, 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 c'est moi qui vais manger, vous voyez, c'est mon repas. Donc des traits comme ça et avec l'agression, ne touche pas, c'est mon repas. Donc vous pouvez jouer avec ça, avec le personnage, justement, pour aussi parfois demander aux autres d'utiliser la psychologie pour désamorcer et essayer de rendre un peu de sens dans la tête de votre camarade, ou carrément de lui dire, écoute, on a un chouette petit endroit à te faire visiter, tu verras, c'est sympa, c'est 5 étoiles, tu vas dépenser ton argent comme un malade, et en plus tu pourras t'habiller tout nu. Ça te va? Donc, vous le leurrez finalement pour qu'il aille dans un asile, passe un petit temps là-bas, et puis un jour, au lieu d'être libéré, vous apprenez par la secrétaire à l'accueil à l'entrée que malheureusement on va le trépaner demain. Et c'est là que vous vous dites, ah miel, le mentor d'aventure il a jeté un dé, on va trépaner notre compagnon. Et ben écoutez, on va acheter de la dynamite et on va faire péter le mur et on va le libérer. Et ça peut aussi se jouer, allez libérer votre ami parce qu'il est retenu à l'asile et parce qu'il est interné, parce qu'il va subir une trépanation. Mais qu'il a retrouvé de sa santé, hein, mais
C'est juste que il faut imaginer le côté steampunk, ça va être tous ces fous en psychologie, en psychiatrie qui pensent que ils savent mieux que ceux qui lancent des sorts de magie ou qui te soignent ton âme après des confessions, tu vois, des trucs comme ça. Eh bien non, eux, ça va être les premiers essais comme à la fin du 19e siècle où on t'électrocutait légèrement, on te trépanait. Donc il y a tout ce côté qui est assez intéressant et qui va permettre finalement de donner ce ton à la folie et cette saveur qui est de se dire, mais ok, si j'ai juste 2 semaines chez le psy et que je reviens sans aucun problème dans le groupe, waouh, mes jets de dés m'ont aidé. Par contre, si je suis interné mais qu'en plus on veut me trépaner, waouh, les autres joueurs ils vont se dire, eh merde, il a fait un mauvais jet, il faut qu'on aille le sauver. Vous aurez aussi des séquelles possibles, séquelles mineures, séquelles moyennes, séquelles majeures. Et, comme je parlais de la magie, de l'autre côté vous avez les sorts mineurs, sorts moyens, sorts majeurs. Et ce qui est bien par exemple chez les séquelles, c'est qu'il y a une certaine liberté qui est donnée. C'est qu'on peut choisir déjà la séquelle à quel endroit elle va être. Vous lancez un D12 pour ça. Vous savez si c'est la tête, le cou, le torse, le dos, l'abdomen, le bras droit, la main droite, le bras gauche, la main gauche, la jambe droite, le pied droit, la jambe gauche, le pied gauche. Donc vous avez vraiment la possibilité de tout trouver sur le corps. Et c'est l'imagination du mentor d'aventure qui va vous permettre de créer ça. Vous pouvez également avoir des maladies, vous pouvez avoir des blessures également qui sont assez difficiles à soigner. Donc là aussi, ça nécessitera, malgré que vous êtes dans la jungle, entouré, de vous trouver un village pour soigner la personne ou pour le rapatrier à partir d'un ballon montgolfière tout simple, jusque dans une grande agglomération pour qu'il se soigne. Donc il faudra jouer là-dessus aussi en vous disant que vos personnages peuvent, quand ils sont bien blessés, mettre du temps à récupérer. Jouez là-dessus, donnez du ton, et dites par exemple que 2 aventures, ben voilà, vous êtes retourné au village, du village, vous avez voyagé jusque-là, vous avez dû vous faire soigner, on est 2 semaines plus tard. Et vous êtes de nouveau frais comme un gardon, avec par exemple une attelle autour du bras, justement, pour que vous récupériez petit, mais vous pouvez un peu bouger le bras. Mais par contre, il y a un combat, vous vous battrez de l'autre main. Et donc, vous pouvez jouer avec ça, imaginez finalement que vos personnages n'ont pas qu'une vie, et peut-être préparer un autre si jamais il meurt. Et... Ou alors trouver un très bon mage qui est très rare, qui aura un sort de résurrection. Mais ça, tu sais que ce sort de résurrection, c'est peut-être le putain de druide que tu as croisé il y a 3 ans au fin fond de la jungle qui peut le faire. Or là, tu es en plein milieu de la ville, la magie fonctionne pas. Qu'est-ce que tu vas aller ramener le cadavre déjà sans que les douanes, les flics, les inspections de l'hygiène ne captent que tu es en train de faire un truc totalement mais horrible. Donc ça, il faut jouer aussi, il faut permettre justement aux joueurs et aux joueuses de s'amuser avec ça. Et voilà, je vous ai fait le portrait de la fiche de personnage. Est-ce que vous avez des questions, les amis? Ça, j'y tiens beaucoup parce que j'avais dit effectivement que nous pourrons en discuter, vous pouvez poser des questions. Alors... l'IRI, est-ce que tu avais des questions? Dave, David, est-ce que tu avais des questions? Armakis, est-ce que tu es connecté pour poser des questions? Parce que je ne sais pas si tu avais un compte Twitch. Donc ça, c'est aussi la possibilité. En tout cas, merci à tous les 6 d'avoir suivi. Ça fait toujours plaisir d'avoir des viewers. Et donc, franchement, n'hésitez pas. S'il y a des questions, posez-les. Que je sache. Ça fait beaucoup, j'imagine bien. Et c'est un peu pour vous présenter tout le travail que je fais. Depuis qu'en 2017, je me suis dit... eh bien, il faut vraiment que je crée ce jeu et que je fasse vivre une aventure non pas post-apo, je suis en compte de jeu là, fantastique et steampunk aux gens. Je vous tag si jamais vous avez besoin de ça. Et c'est ça qui peut être intéressant, c'est justement de comprendre ce que vous attendrez d'un jeu comme ça, mais aussi si vous voyez déjà des personnages que vous pourrez créer. Je vais encore regarder s'il n'y a pas un point règle que j'aurais pu vous parler. On a donc la création de fiches de personnages, les valeurs de caractéristiques. Ah oui. Alors pour les caractéristiques, ça c'est effectivement un point que je n'ai pas abordé. Pour jeter vos caractéristiques force, dextérité, constitution, éducation, ingéniosité, charisme et magie, vous lancez 4d6 et vous ne prenez que les 3 qui vous intéressent. Et il y a 2 règles qui s'ajoutent à ça. Le fait que vous pouvez, dans une des caractéristiques,
bouger une valeur de 1 pour la mettre dans une autre caractéristique, et que si 2 jets de dés ne vous intéressent pas, vous pouvez relancer 2 fois 4 dés et prendre de nouveau les 3 qui vous intéressent, mais ce résultat-là sera définitif. Donc et ça peut être à double tranchant. J'ai eu des créations de personnages qui sont passées où on a fait de très beaux scores, qu'on a relancé les 2 dés, et j'ai eu des trucs où ça a été catastrophique et où ils étaient là, mais je suis un teubé quoi. Disons pas ça, c'est juste que le charisme, c'est pas ta tasse de thé, c'est pas ça que tu vas utiliser. Tu vas sûrement peut-être utiliser ta richesse. Oui, mais je suis pauvre, j'ai pas d'argent. Bah, je sais pas moi. Oui, non, pas de question, bravo pour ton taf, franchement. J'adore l'alignement, c'est génial. PS, c'est Selena, l'amie des elfes. Oui, salut Selena, bisous. Ah oui. Oui, j'ai fait un travail de titan, mais je t'avais dit depuis 2015, en fait, avec l'échec qu'il y avait eu, puis c'était la suite à, comment on appelle ça, la faillite qu'avait fait le Shadowrunner 4 Café. Je te donne aussi des bisous. Eh bien, j'ai dû un peu réfléchir comment réinventer la chose. Et aujourd'hui, maintenant, il y a la version jeu de rôle que vous avez là, et la version GN qui est également sur Baroque Steampunk. Et donc, je vous remets le lien du groupe. Baroque, je vais le noter. Univers Steampunk. Voilà, vous l'avez ici. Si ça vous intéresse, vous pouvez justement nous rejoindre sur ce groupe ou taper dans Facebook Baroque Univers Steampunk. Et c'est là normalement que je mets des images, que j'explique un peu les différents côtés du monde et que je vais petit à petit développer et le jeu de rôle qui est quasi fini. Il me faudra encore quelques mois, je pense. Et de l'autre côté, le GN qui est le grandeur nature. Et donc ça vous permettra de vous amuser aussi, de vivre l'aventure d'une autre manière. Surtout que le jeu de rôle se passe à l'an 200 du calendrier insulaire. Le grandeur nature se passe à l'an 100 du calendrier insulaire. Voilà, voilà. Donc c'est ça aussi, c'est le plaisir de pouvoir partager des choses. Et vous avez, je pense, eu tout. Je regarde encore si j'avais tout donné dans les... Vous avez eu les classes de personnages, les degrés de difficulté, donc c'est comme dans tout jeu, vous avez des paliers à réussir que le mentor d'aventure vous annonce. Les vitesses, les listes des armes, des armures, c'est dedans. La déchéance, c'est dedans aussi. Vous avez vos points de vie, vos points d'éveil, vos points d'abîme, le triptyque. Gagner des capacités par l'expérience d'animement. Ah oui, chose évidemment que j'ai oublié de dire. Vous pouvez apprendre par échec. Donc si vous échouez une mission, vous n'aurez que la moitié des XP qui était consacrée à cette mission. De fait, votre personnage évoluera. Parce que même dans l'échec, il y a un progrès. Donc même si vous ratez une mission, le progrès, le fait de faire l'échec et de le réaliser et de se rendre compte qu'on s'était mal coordonné, qu'on a mal agi, qu'on n'a pas pris les bonnes décisions, va vous permettre finalement de gagner de l'expérience des points d'XP. Quoi. Donc ça peut être aussi très intéressant pour un joueur, pour éviter qu'il soit frustré, je trouve. Et aussi pour que ça touche un peu un côté réel de cet univers steampunk, qui est dans le progrès. Dans le progrès, il y a des échecs constants qui ont été faits, des machines qui ont explosé, des mauvais aliments qui ont été faits, des ratures. Alors on doit jeter des jets d'ingénierie pour résoudre ça. Donc, il y a vraiment tout ce qui est là-dedans pensé justement pour que vous puissiez évoluer correctement. L'échec critique, c'est le double 1, la réussite critique, c'est le double 10. Les visions et perceptions de la lumière, ça y a aussi. Ce qui finalement fait toute la beauté d'un jeu de rôle, c'est tu as dans le groupe un nyctalope, et le nyctalope te dit « Oh, là, 120 mètres, je vois une créature avec des grandes dents !» Des joueurs qui sont là, mais moi, je vois qu'à 30 mètres, là, moi je vois rien. T'étais sûr? T'étais certain? Oui, il vient même vers nous. Et donc à ce moment-là, tu réalises, et t'es là. Oh putain! Position défensive! Hop! Initiative. Le jeu est parti. C'est ça qui est merveilleux. Voilà. Alors, j'allais vous dire, n'oubliez pas de vous abonner, de liker mes vidéos. Et surtout, vous pouvez aussi me rejoindre sur YouTube, puisque j'ai mis tous les liens qui sont là, et sur Facebook. Et surtout, voilà, puisque je ne vois pas d'autres questions venir, je voudrais déjà vous remercier toutes et tous de nous avoir suivis. Et je n'hésiterai pas effectivement à continuer, puisque la semaine prochaine, nous allons parler du lore, de l'histoire principale dans les 3 nations qui seront décrites dans le premier livre d'aventure. Je vous donne le spoil.
le Haut Royaume insulaire. Oh, le grand sage éternel trône d'Alexandrite, ou appelé Empire Alexandriote. Et les terres du Négu, de la dynastie. Non, les terres du Négu d'Ajunda. Et Ajunda, c'est effectivement une référence à l'Afrique, culture bantoue, qui est une énorme culture en Afrique, sur laquelle je me suis inspiré avec des langues également que j'ai été chercher, pour notamment chaque fois que je fais mes parties de démo actuellement qui se passent en Ajunda. Et donc c'est vraiment s'inspirer des autres cultures pour vraiment créer un jeu de rôle que finalement tout être humain pourra jouer et s'amuser. Voilà, vous savez tout. Donc à tous et à toutes, je vous dis un grand merci. Je vous dis au revoir parce qu'il est 21h et que j'avais dit jusque 21h, donc j'ai un peu dépassé. Alors surtout, n'oubliez pas, likez, partagez et surtout, demandez à jouer. Bisous bisous et faites rouler les dés.